Merci à vous qui nous regardez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Les forces françaises et maliennes à Tombouctou. Elles contrôlent l'aéroport et les accès routiers à la ville. L'armée française a aussi largué 250 commandos parachutistes au nord de la ville, une ville occupée depuis 9 mois par des groupes terroristes islamistes. Du sport avec la CAN 2013, l'Afrique du Sud a gagné son premier pari en se hissant en quart de finale de sa CAN. Les Bafana Bafana et les Lions de l'Atlas du Maroc se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. Dans l'autre rencontre, les requins bleus du Cap-Vert se sont qualifiés en battant les Palancas Negras d'Angola sur le score de 2-1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est sur le Mali que commence ce journal. C'est une étape cruciale dans la reconquête du Nord Mali. Tombouctou, la ville Saint-Omer des groupes islamistes depuis 9 mois, a été reprise par les forces franco-maliennes. Elle contrôle déjà tous les accès à la ville ainsi qu'à l'aéroport. 3 jours et 3 nuits de piste à travers la brousse malienne. Un raid épuisant de plus de 1000 km depuis Bamako. Mais pour ces 800 hommes français et maliens, une seule mission, reprendre Tombouctou aux islamistes. Ce qui m'inquiète, c'est le danger mine, surtout, et ensuite le danger terroriste plus diversifié, qui peut aller de l'IED au kamikaze. Voilà. Je suis inquiet, moi, surtout voilà, pour mes hommes et pour les Maliens qui nous accompagnent. Vous partez pour 12 heures ou pour 12 jours? Nous partons. L'attaque devait être éclair, appuyée par les hélicoptères. Mais les pistes détrempées se transforment en pièges pour les véhicules de combat. Hey les gars, il y en a un qui déblaye ici maintenant. Oh, derrière là. Ça là, il y a qui déblaye le fond. C'est qui? Allez, activez les gars. Puis au bout de cette piste, le grillage est celui de l'aéroport de Tombouctou. Il faut toujours faire une brèche pour que les avions puissent passer. Il faut obligé de briser le grillage pour que les avions puissent rentrer à l'intérieur. Encore quelques mètres, l'aéroport tombe aux mains des Maliens, sans un coup de feu. Un peu difficile, juste un petit problème de coordination parce que vous savez que les opérations entre les unités, souvent la coordination nous a fait un peu défaut. Une victoire sans combattre, 2 semaines de frappes aériennes ont chassé les djihadistes loin de Tombouctou. La ville de Gao est libérée depuis 48 heures par l'armée malienne, appuyée par des troupes étrangères. Pour en parler justement, nous avons en ligne un habitant de la ville. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment la population a accueilli cette libération, cette liberté retrouvée? Oui, évidemment, aujourd'hui, la ville de Gao est plus qu'en liesse. Partout à travers la ville de Gao, une liesse populaire est au rendez-vous. Les drapeaux français et maliens flottent partout à travers la ville. La musique, la cigarette, tout ce qui était interdit par les djihadistes est de nos jours révolu. Ainsi, pour vous dire que la ville de Gao est sans nul doute contrôlée par les forces maliennes et françaises. Il faut noter également le fait que la liesse n'a même pas laissé à marge les vieilles personnes. Je fais allusion bien sûr à nos mamans et papas qui sont sortis massivement avec des pancartes d'ailleurs sur lesquelles on peut lire « Vive la liberté, vive la France, vive le Mali » et j'en passe. Pour terminer, toujours dans cette perspective de sécurité, les forces maliennes et françaises sont présentement au four et au moulin pour veiller suffisamment sur la population de Gao. Voilà ce qu'on peut retenir essentiellement sur ce qui se passe présentement à Gao. Merci Seydou Maïga pour ces témoignages. Merci à moi de vous remercier. Je rappelle que Seydou Maïga est notre correspondant à Gao.
Nous poursuivons avec l'actualité à Addis Abeba en Éthiopie, où la reconquête du nord du Mali a été au centre de la session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pris l'engagement de demander au Conseil de sécurité de débloquer une aide logistique pour la MISMA. La MISMA, c'est la mission internationale pour le soutien au Mali. Panafricanisme et renaissance africaine, c'est autour de ce thème que le 20e sommet ordinaire de l'Union africaine a pris ses quartiers comme prévu au siège de l'organisation ce dimanche 27 janvier 2013 en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président béninois Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, en fin de mandat, a attiré l'attention sur les conséquences néfastes que pourrait causer la division au sein de l'Union. Cela non sans rappeler les difficultés lors des élections qui ont porté la Sud-Africaine Dlamini Nkosazana Zuma à la tête de la commission de l'UNIA. Se félicitant toutefois de cette victoire pour l'organisation panafricaine, car c'en était une, le président Yayi Boni a indiqué que seule la cohésion et l'entente pourraient faire de l'Afrique un continent plus fort. L'avenir de notre organisation dépend d'abord et avant tout de ce que nous avons de plus cher à partager, l'unité politique et la cohésion qui ne sont pas envisageables sans la paix, la stabilité et la sécurité d'un développement durable pour une Afrique intégrée, pacifique et prospère. Parlant des différentes crises sur le continent, le président Boni Yayi a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour son leadership en vue des solutions à la question malienne. Avant le président Boni Yayi, la présidente de la commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, a dit soutenir l'intervention au Mali. Même son de cloche pour les personnalités qui, à sa suite, se sont succédés au pupitre. Il s'agit du président ghanéen John Dramani Mahama, du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, qui lui a promis le soutien sans faille de l'organisation onusienne à toutes les actions menées pour restaurer la démocratie et la paix en Afrique. Colère et violence, deux choses qui dominent encore en Égypte. Les affrontements ont fait plus de 3 morts et 460 blessés. Le président Morsi s'est adressé à la population égyptienne. Il décrète l'état d'urgence dans 3 provinces, dont Port Saïd. Il a aussi annoncé un couvre-feu nocturne de 30 jours et il menace de prendre d'autres mesures exceptionnelles s'il est contraint de le faire. Des obsèques solennelles, 2 policiers égyptiens tués la veille à Port Saïd. Venu assister à la cérémonie dans cette mosquée du Caire, le ministre de l'Intérieur Mohamed Ibrahim ici à l'image. Il est bientôt assailli par une dizaine de policiers des forces anti-émeutes en colère. Il doit partir, il est responsable de la mort de nos collègues. Des agents qui demandent des comptes à leur ministre. Pourquoi leurs collègues n'ont-ils pu se défendre à balles réelles face aux émeutes? Au même moment à Port Saïd, une autre cérémonie funéraire, celle des 33 civils tués la veille. Très vite, elle tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Bilan, au moins 6 nouveaux morts et plus de 460 blessés ce dimanche. Une ville sous tension, désormais gardée par les tanks de l'armée. Des militaires déployés aussi à Suez, près du canal. Et comme les policiers, ils réclament plus de pouvoir aux autorités. Objectif ici, reprendre les choses en main avec un mot d'ordre, tolérance zéro. Aujourd'hui, nous avons réclamé de plus larges pouvoirs pour arrêter les civils qui ne respectent pas la loi. Au Caire, pas de répit non plus pour les forces de l'ordre. À la tombée de la nuit pour ces manifestants qui demandent toujours le départ de Mohamed Morsi, pas question de lever le camp. Dimanche soir, pour reprendre le contrôle de la rue, dans un discours à la nation, le président Morsi a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu dans 3 provinces du canal de Suez, dont Port Saïd. Dans le reste de l'actualité, la crise latente qui gangrène la Centrafrique depuis l'offensive des rebelles menée par la Séléka aux portes de la capitale. Pas de sortie de crise en vue et la population est très inquiète. Quelques heures de détente pour ces vétérans du foot centrafricain. Comme chaque dimanche, ils se retrouvent à l'université à la recherche de sensations perdues. On parle CAN bien sûr, mais en cette période de crise, l'esprit est préoccupé.
La dégradation a commencé depuis longtemps. La Sélékane est venue qu'aggraver les choses. Donc même au niveau de Bangui aujourd'hui, la situation de la déliquescence est générale. Le sentiment d'inquiétude est le même pour les croyants. Paroisse Saint-Michel, l'archevêque de Bangui s'offre une lente procession parmi les fidèles venus très nombreux. La rébellion Séléka, l'inertie politique, les blocages ne sont pas de bon augure. Nous savons qu'il y a des gens qui cherchent à torpiller ce départ de paix. À nous d'être vigilants pour consolider. Et c'est ce message que je voulais dire à tous les chrétiens, qu'ils soient vigilants, des véritables sentinelles, pour bâtir une société nouvelle où il y aura la paix, la réconciliation et il y aura le développement. L'église est pleine à craquer de ferveur et d'espoir. Certains resteront à l'extérieur. Ensemble, les fidèles affrontent plus facilement la crise. Des chants, des danses, des prières qui redonnent des forces, mais n'apaisent pas les craintes. Tous nos frères qui sont à l'intérieur nous intéressent et quand ils sont inquiets là-bas, nous aussi nous sommes inquiets ici. Et nous compatissons avec tous les maux qu'ils endurent là-bas. Je me sens très mal puisque je ne suis pas à l'aise dans mon pays. Le peuple souffre en ce moment et je ne suis pas d'accord avec les rebelles, les Séléka là. Une nouvelle semaine s'achève en Centrafrique, mais rien n'a vraiment changé. La rébellion occupe les 2/3 du pays où pillages et exactions sont dénoncés. Le gouvernement d'union nationale n'est toujours pas formé, la vie est chère. Ici, seule la foi permet de garder espoir. Disport avec la CAN 2013. L'Afrique du Sud a gagné son premier pari en se hissant en quart de finale de sa CAN. Au compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule, les Bafana Bafana et les Lions de l'Atlas se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. Yacouba Dansogo pour le compte rendu. Tout est parti si vite dans ce duel Maroc-Afrique du Sud de la troisième et dernière journée dans la poule A. Sentant l'élimination toute proche, les Lions de l'Atlas ne perdent pas du temps dans cette opposition. Dès la 10e minute, ils vont ouvrir le score. Sur ce corner, El Adoua monte plus haut que tout le monde pour mettre la balle au fond des filets. 1-0 pour le Maroc. 10 minutes plus tard, Zouaoui met en difficulté le gardien sud-africain. Les Lions de l'Atlas sont primés sur toutes les balles. À 1 minute de la pause, Chafni, bien servi en profondeur, est stoppé intelligemment dans sa course par le portier Kouné. Mi-temps 1-0 pour le Maroc. En début de seconde période, l'Amiagri est obligé de faire le grand jeu pour sauver son pays. Youssef El Arabi, bien servi en profondeur, échappe à la défense sud-africaine, mais l'attaquant marocain échoue face à Kouné. À 20 minutes de la fin du match, les Bafana Bafana vont égaliser par Mei Malangou, à la suite d'une belle combinaison. Malangou! Quelle inspiration qui trompe l'Amiagri sur cette action! Le Maroc n'a pas dit son dernier mot. Megli Lamli va redonner l'avantage aux Lions de l'Atlas. C'est bien joué! La reprise! Afidi! Qui remet le Maroc dans le sens de la marche, dans le sens des quarts de finale. 4 minutes plus tard, Siamonga Sangweni va permettre aux Bafana Bafana de revenir dans la partie. Quelle est belle cette frappe! Quelle erreur de la part de la défense marocaine! À Chaki, on peut se... Avec cette deuxième réalisation, l'Afrique du Sud termine premier du groupe A et se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2013. Au même moment, dans le choc Cap-Vert-Angola, ce sont les requins bleus du Cap-Vert qui ont bien saisi leur chance en se qualifiant pour les quarts de finale de cette 29e CAN Orange. Nous retrouvons Yacouba Dansogo pour le point de cette rencontre. Dans ce choc de la dernière journée de la poule A, il n'y a pas eu de ronde d'observation entre le Cap-Vert et l'Angola. Dès l'entame du match, les requins bleus du Cap-Vert imposent leur jeu et leur rythme. Mais contre toute attente, ce sont les Palancas Negras qui vont ouvrir le score à la 33e minute. Sur ce joli service d'Amaro sur le côté gauche, le capitaine capverdien marque contre son camp. Mi-temps 1-0 pour l'Angola. À 10 minutes du coup de sifflet final, les requins bleus vont égaliser par Djedje. Dans le temps additionnel, Eldon va sceller le sort des Palancas Negras en envoyant son pays en quart de finale. Il n'est pas sauvé! La frappe est la bonne! Le but du Cap-Vert! Incroyable!
incroyable, le but d'Eldad. Pour sa toute première participation à la CAN, le Cap-Vert disputera les quarts de finale. C'est sur cette joie des Cap-Verdiens que nous réformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africable Télévision.